à tous. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là en cette matinée fraîche. Donc, je suis Caroline Néron, je suis la directrice générale d'Impact France. Et je vous remercie tous d'être là pour un moment important de révélation d'une étude que nous travaillons depuis plus d'un an avec les équipes de Wavestone. Une étude donc sur la valorisation économique de l'engagement des entreprises. Vous le savez, aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises sont vues... Peut-être que je descends un peu ça, excusez-moi. Les entreprises, plus que jamais, sont vues comme un pôle de stabilité. Et aujourd'hui, les citoyens attendent beaucoup des entreprises. Elles les attendent pour, évidemment, le développement économique de la France, mais aussi pour résoudre les grands sujets, grands enjeux de transition écologique, sociale, mais aussi numérique. Elles attendent qu'elles puissent être au rendez-vous pour leur permettre de développer, de se déployer, mais aussi de se protéger. Beaucoup de contraintes, finalement, proposées à des entreprises qui, aujourd'hui, sont dans un moment aussi économique extrêmement tendu. Donc, aujourd'hui, comment faire pour que ces entreprises puissent résoudre et être au rendez-vous de toutes ces injonctions qui, parfois, peuvent paraître contradictoires ? Surtout que, comme vous le savez, nous sommes dans un moment où les finances publiques sont particulièrement tendues. Je pense qu'on en a assez entendu parler ces derniers jours. Donc, comment on peut aider les entreprises à pouvoir jouer tout leur rôle, la plénitude de leur rôle, dans une société fragmentée, où elles peuvent jouer un rôle clé de consolidateur du tissu social, mais aussi de projection dans l'avenir. C'est exactement ce sujet qu'on a souhaité travailler avec Wavestone. Comment, pour montrer que l'engagement est un facteur de compétitivité, de performance économique globale, et pas, comme parfois c'est vu, et comme ça a pu être vu de plus en plus ces derniers mois, comme une contrainte réglementaire. Comment montrer que ces engagements sont des vrais leviers de compétitivité. C'est à ça que nous nous sommes employés, avec une étude qui a comme objectif d'objectiver la valeur de l'engagement, notamment via l'étude des coûts évités sociaux, écologiques, produits par l'engagement des entreprises sur la limitation de leur impact négatif, mais aussi sur leur recherche d'impact positif. Alors tout ça, on va vous le déployer toute la matinée. Pourquoi on a voulu faire ça ? Parce que nous, Impact France, on est l'organisation patronale qui réunit toutes les entreprises qui intègrent cette valeur écologique et sociale au cœur de leur modèle. Et on est né pour faire que cet engagement soit un vecteur de compétitivité, de productivité, de développement des entreprises. Le travail sur les coûts évités, c'est un travail qu'on a commencé depuis quelques années et résulte aussi de la spécificité d'Impact France, donc de réunir toutes les startups à impact jusqu'aux grands groupes. On a commencé ce travail avec les startups à impact, donc certaines sont ici pour évaluer justement cette performance à l'aune de ce qu'elles produisaient économiquement, mais aussi sur leurs engagements. Et cette expertise, on l'a développée avec Wavestone dans cette étude qui nous a permis de travailler avec 6 grandes entreprises qui ont accepté de jouer le jeu et de lancer ce travail prospectif. Pour commencer cette matinée et pour en parler plus avant, je vous propose d'accueillir 2 symbole de cette alliance entre Impact France et Wavestone. Catherine Trouvray, qui est la directrice générale d'Harmonie Mutuelle et qui est administratrice d'Impact France, mais aussi Pascal Imbert, le président, directeur général de Wavestone. Merci beaucoup Pascal Imbert. Ma première question elle sera pour vous.
pourquoi vous pensez aujourd'hui, par rapport à toute l'expérience, l'expertise que vous avez avec les entreprises, qu'il y a un enjeu de mieux valoriser la capacité à concilier performance économique et performance sociale et écologique? Alors d'abord, pourquoi on s'est engagé dans cette initiative? Parce que l'idée nous a énormément séduit. Depuis quelques années, la réglementation a été extrêmement présente et a été sans doute parfois excessive, à la fois en densité de règles et d'informations, de reporting à produire, et en rapidité de mise en œuvre. Et ce qu'on constate, c'est que petit à petit, ça nous a détourné du sens et du fond. Et je trouve que cette démarche, tout à coup, elle permet de réatterrir sur quelque chose de très pragmatique, elle permet de mesurer, elle permet de montrer que finalement, la RSE, ce n'est pas qu'une question de reporting, ce n'est pas qu'une question finalement de compliance avec des réglementations, ce sont des enjeux très concrets qu'on arrive à traduire de manière économique. Bien sûr, c'est super dangereux. Hein. Quand on avait discuté avec Cédric, j'avais dit attention, c'est très casse-gueule, parce que dès qu'on commence à parler finalement d'impact, de possibilité d'avoir un impact positif, d'éviter des coûts, instantanément, greenwashing apparaît. Et donc, je trouve qu'on a réussi à éviter l'écueil dans le cadre de cette étude. On est resté très terrain. Et donc, on a redonné du sens. On a montré que même à une échelle micro, il est possible d'avoir un impact. De temps en temps, l'engagement environnemental et social se heurte au fait qu'on a l'impression qu'il faut changer le modèle de société pour arriver à faire quelque chose. Ben non, là, on arrive à montrer que attendre que nous changions de modèle de société, c'est le meilleur moyen de ne rien faire. Et donc, on peut commencer à agir. Et c'est significatif, même à une échelle micro, et ça permet de montrer par ailleurs que l'ambiguïté, ou en tout cas la tension qu'il y a parfois entre performance économique et engagement social et sociétal, particulièrement en ce moment où l'économie est compliquée, les entreprises souffrent, il paraît y avoir une contrainte et une contradiction à court terme, mais finalement, si on regarde, si on dézoome, si on regarde le plus long terme, et par ailleurs, si on regarde non plus l'entreprise toute seule, mais l'ensemble de ces parties prenantes, très rapidement, on se rend compte que finalement, il n'y a pas d'autre choix. On est obligé de prendre en compte le fait que l'engagement social, environnemental est absolument indispensable à la performance de l'entreprise, en particulier sur le long terme. Merci. Harmonie Mutuelle a tout de suite pris la balle au bond quand on a proposé que vous puissiez travailler sur cette étude. Et aussi, en tant qu'administratrice d'Impact France, c'est vrai que cette étude, elle vient aussi parce que les 30 000 entreprises qu'on représente partout en France, elles nous parlent de cet enjeu de pouvoir intégrer et objectiver cette performance pour qu'elle puisse être partagée avec toutes les parties prenantes. Et donc, comment aujourd'hui, vous pensez que cette étude, elle va pouvoir aider ces entrepreneurs et c'est un pas de plus, c'est pas fini évidemment, mais c'est un pas de plus pour permettre de valoriser cet engagement et de l'intégrer dans la performance. Ça marche ? Non, c'est bien ce que je me disais. Merci. Je suis très heureuse d'être là et également au nom d'Impact France. Je pense que dans la salle, vous êtes un certain nombre comme nous à partager le fait que dissocier la performance financière et extra-financière, c'est un peu le monde d'avant. Ça n'est qu'une question, on va dire, de timing, mais également une question de parties prenantes, puisque les coûts évités dont on va se préoccuper sont à constater dans le futur d'une part, et d'autre part rarement chez ceux qui émettent les externalités négatives. Et donc, dans un monde contraint, vous l'avez dit, de façon sur le plan économique, budgétaire, etc., on a besoin
de pousser cette notion de conditionnalité chère à Impact France et qui nous est chère également, et pour pouvoir du coup focaliser en environnement budgétaire contraint. Et donc pour ça, il faut commencer par calculer, évaluer, et ensuite pouvoir discuter des masses qu'on a pu mettre en exergue. Donc c'est tout l'objet de cette étude. Et puis je pense qu'on reviendra sur l'impact score qui va jouer un rôle important aussi, au-delà des études sur les coévités. Et donc, ça va ? Et donc c'est vrai que dans un moment où on a beaucoup parlé de backlash, l'enjeu de pouvoir aussi valoriser vis-à-vis de parties prenantes très différentes, on parlait, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent avec nous, nos partenaires, mais aussi nos salariés, mais aussi nos actionnaires, mais aussi évidemment les acteurs publics, comme vous le disiez, dans un moment contraint. C'est aussi ça l'enjeu de pouvoir objectiver au maximum l'impact et voilà, utiliser ce sujet de la monétarisation d'une certaine manière, de la manière d'objectiver jusqu'au bout en euros cet impact. Évidemment, il y a ce risque de greenwashing qu'on a travaillé, mais aussi peut-être un enjeu de le remettre au premier plan. Est-ce que vous pensez que avoir cette grille de lecture un peu plus commune va nous permettre de passer un pas et de rendre plus lisible cet impact dont on parle, mais qui parfois est un petit peu flou? Oui, en fait, c'est un travail hyper compliqué. Donc, je trouve que merci aux entreprises qui se sont prêtées à l'exercice et qui ont permis de faire apparaître finalement des impacts très concrets. Et ce que j'apprécie dans cette démarche, c'est que finalement, c'est une démarche qui va parler à l'ensemble des acteurs économiques et même au-delà. Elle donne finalement un côté extrêmement concret, extrêmement direct à finalement l'impact des actions qui peuvent être entreprises à une échelle parfois très locale, mais en montrant que finalement, en déployant des bonnes pratiques, on a des impacts très, très concrets. Donc, on a un langage qui permet, à mon avis, qui est un bon levier pour faire repartir le mouvement. Bien sûr, on est dans un mouvement de pause à cause de la contrainte économique, à cause du backlash que vous évoquez et finalement du contexte géopolitique. On a besoin finalement de remettre un petit peu de carburant dans le moteur de la cause environnementale et sociale. Et ça, c'est un carburant qui va parler à l'ensemble du monde économique, qui va parler beaucoup plus que le reporting extra-financier, que la pression réglementaire, et qui va permettre aux entreprises, s'il en était besoin, de repartir en avant. Je dis s'il en était besoin parce que finalement, il y a un effet aussi médiatique, on a l'impression qu'on revient énormément en arrière. En fait, c'est pas si vrai que ça. On voit bien que les choses continuent à progresser et finalement, si on prend un recul, ne serait-ce que de quelques années, c'est incroyable. Le mouvement et la vitesse à laquelle le monde économique avance est quand même très, très... Il n'y a aucune ambiguïté. On n'est pas en train de faire une pause. On est peut-être en train un petit peu de ralentir, mais il y a un effet... je dirais médiatique dont il faut se détacher parce que nous sommes en train d'avancer et là on remet un catalyseur, on remet une grille de lecture qui dit mais oui, tout ça a beaucoup de sens et on peut à partir d'actions très concrètes en les faisant passer à l'échelle avoir un impact qui devient très significatif. Eh ben, merci beaucoup. Catherine, on vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Pascal Imbert. Et du coup, pour continuer et commencer à vous présenter un peu les résultats de cette étude, parce que j'imagine que vous attendez, et vous verrez, après, vous aurez une belle étude de 100 pages que vous pourrez regarder en détail, qui sera publiée. J'appelle mon partner in crime, qui est juste là, qui s'appelle Cédric Bécher, que vous connaissez tous très bien, et qui est la personne quand je lui ai dit oui, il y a vraiment un enjeu, on pourrait regarder comment on pourrait aller jusqu'à monétariser l'impact, la limitation de l'impact négatif des entreprises.
99% des gens disent bon, super sympa Caroline cette discussion, mais bon voilà. Et Cédric, tu m'as dit hyper intéressant, il faut qu'on arrive à progresser sur ce sujet. Allons-y, on met une équipe de Wavestone qui va travailler là-dessus pour faire avancer les choses. Oui, on a ce petit côté inconscient des fois, mais quand tu m'as proposé, merci beaucoup Caroline pour l'introduction, et merci d'avoir pris l'initiative de cette étude, parce que c'est vraiment vous qui nous avez poussé à considérer le sujet. Au début, on savait bien tous les deux que ça allait être à la fois compliqué, on a entendu casse-figure, un peu risqué, on s'est dit mais finalement dans quoi on va s'engager. Évidemment, on n'est pas les premiers à travailler sur ce sujet, je pense qu'il y a des grandes universités, des acteurs académiques dans le monde entier qui planchent sur ce thème depuis parfois plus de 10 ans. Très compliqué de trouver finalement le juste curseur entre une approche peut-être trop académique, une approche peut-être trop technique, et une approche trop communicante qui évidemment prend le risque aussi d'allumer des contrefeux. Donc on a choisi d'avancer parce que d'une part, moi j'ai confiance dans la qualité des travaux qu'on a déjà menés ensemble, et je voyais bien qu'il y avait une logique d'ouverture très forte, donc ça c'est super. L'équipe que j'ai embarquée dans l'histoire ne savait pas à quoi elle s'engageait, et je crois qu'elle a eu des petits moments, des petits moments de doute et de solitude, mais merci de votre opiniâtreté, Fanny, Bérénice, Amélie, Victorine, toute l'équipe, Julie qui a travaillé sur ce sujet, et on a aussi beaucoup de chance d'avoir eu un comité de pilotage, Pierre-Yves est là ce matin, et d'autres représentants à la fois d'entreprises pilotes, mais aussi d'entreprises qui ont apporté leur soutien, comme BNP, sans forcément BNP Paribas, sans forcément être pilote, et on a vraiment travaillé collectivement et travaillé ensemble. Donc c'était pas, j'allais dire, un travail en chambre avec quelques experts, il y a eu une volonté collaborative, et ça c'était formidable. Voilà. Et donc, c'était vraiment un travail aussi de terrain. L'enjeu, c'était de se dire, OK, on a des études qui sont des études prospectives, comme le dit très bien Cédric, de très grandes écoles, de très grandes universités. Comment on peut les raccrocher au terrain, à l'expérience des entreprises? Comment ça pourrait devenir un outil concret pour les entreprises du quotidien? Absolument. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a vraiment souhaité, alors en prenant un peu le temps quand même du cadrage au démarrage, on a pris le temps de réfléchir aux enjeux de méthode, de périmètre, mais très vite, on s'est dit, cette étude n'aura de sens que si on l'ancre dans des choses très concrètes. Donc, il nous faudra des entreprises pilotes qui s'engageront aussi dans la production de données, la production de l'étude. Sinon, ce n'était pas simplement de mettre un logo sur un slide, il fallait vraiment qu'on ait des acteurs qui souhaitent s'engager dans le travail. Et donc, vous voyez ici 7 études de cas qui ont été proposées par 6 entreprises pilotes. Alors, Harmonie Mutuelle nous a proposé de travailler sur ce sujet très important de l'embauche et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Comme vous le voyez, je fais une petite parenthèse, vous avez ici des entreprises de taille très variée, de secteurs très variés, qui avaient aussi des attentes au début qui n'étaient pas forcément les mêmes, des cas d'usage qui n'étaient pas forcément les mêmes. Donc on a voulu créer ce dialogue et essayer de ne pas se concentrer que sur les sujets environnementaux, mais aussi sur les sujets sociaux, pour bien avoir cette dimension, cette approche globale de l'engagement. Donc ça, c'est le cas que nous a proposé Harmonie Mutuelle. La Poste nous a proposé 2 études de cas. Une sur l'employabilité des jeunes. Alors j'avais fait un peu de lobbying pour qu'on aille jusqu'à 48 ans, mais ça n'a pas marché. Donc on s'arrête à 30 ans pour l'employabilité des jeunes et l'employabilité des seniors, plus de 55 ans. Donc là aussi sur un périmètre France, comme Harmonie Mutuelle. Veolia nous a emmenés au Brésil. Voilà, c'était un peu dans la perspective de la COP30. Mais en tout cas, on a travaillé sur un cas passionnant de captage de méthane sur un site d'enfouissement, un centre d'enfouissement technique, avec également une dimension de cogénération d'électricité verte. Donc un cas pas simple et en plus dans un contexte international, mais qui était vraiment passionnant. Le groupe Bell nous a soumis le sujet de l'installation d'une chaufferie biomasse sur un site industriel en France. Sogaris, qui s'intéresse à la logistique et au Grand Paris, nous a proposé, pas très loin d'ici, à Rungis, de plancher sur l'électrification des flux d'une plateforme logistique. Et enfin, l'Occitane en Provence, un thème extrêmement important pour toutes les entreprises et beaucoup d'acteurs, évidemment, de parties prenantes au sens large, qui est celui de l'eau et des tensions sur les ressources en eau. Et donc là, un sujet sur le recyclage de l'eau en boucle fermée sur un site en France. Donc vous voyez, aucune prétention à l'exhaustivité, beaucoup de modestie et d'humilité dans tous les travaux qu'on a menés, mais en tout cas cette volonté d'être arrimé dans le concret, dans les territoires, dans les parties prenantes associées à ces différents sujets, et une volonté de faire dialoguer le social et l'environnemental. Et puis on a travaillé à 2 niveaux, évidemment au niveau des actions des entreprises, donc finalement
quel coût éviter pour la société au sens large, les individus, les territoires, grâce à ces actions. Qu'est-ce qui se serait passé? Quel coût aurait dû être supporté par d'autres acteurs si ces actions n'avaient pas été mises en place ou si elles n'étaient pas mises en place? Mais on a aussi essayé, et ça aussi, c'est pas évident, hein, en toute humilité, mais on a essayé de s'aligner sur des hypothèses pour se dire, et des scénarios, et bien, si on passait à l'échelle, c'est-à-dire si au-delà de ce petit cas qu'on a identifié, qu'on a exploré, eh bien, on avait un effet d'entraînement qui se mettait en place et qu'on arrivait à passer à une forme d'échelle, on en parlera dans la première table ronde, ben, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors encore une fois, en étant pragmatique, on a essayé de ne pas se laisser griser par une lecture trop optimiste des situations, et les entreprises pilotes nous ont aussi freinés et nous ont rappelé à la raison quand, avec toute la meilleure volonté du monde, on se disait mais regarde ce que ça donnerait finalement si ça passait à l'échelle. Oui, mais attention, est-ce qu'on a pris le bon prix du carbone? Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions sur la capacité de telle famille d'entreprises à refaire ça? Enfin, quelles sont un peu les conditions? Donc on a essayé d'être pragmatique et de ne pas se laisser embarquer. Donc, je pense qu'on a eu quand même une lecture, vous le verrez dans l'étude, assez conservatrice, en tout cas assez réaliste, pour ne pas partir dans quelque chose de délirant. Voilà à peu près ce qu'on a fait. Et donc, tous ces cas vont vous être présentés un petit peu plus précisément au début de chaque table ronde pour que vous ayez plus les chiffres en tête. Hein. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que cette démarche a permis de poser les bonnes questions, d'essayer de présenter des échelles et du coup une méthodologie. Et notre enjeu, c'est pas de les garder pour nous, c'est aussi pour ça que vous êtes là, c'est que ça puisse se déployer, que au sein des entreprises, ça puisse se déployer, mais aussi au sein d'administration publique, que cette vision puisse aussi être reprise, ces méthodes reprises, ces interrogations sur la valeur donnée à certaines actions, pour qu'au fur et à mesure, on arrive à déployer une culture commune autour de ces sujets. Et ben, pour passer à la seconde étape, du coup, je laisse Cédric prendre la main sur la première table ronde qui sera sur ce sujet, l'évaluation des coûts évités liés à l'emploi et l'inclusion de publics vulnérables sur le marché du travail. Merci beaucoup. Et donc, je vais inviter Fanny à me rejoindre. Fanny Frécon, qui fait partie de nos équipes. On travaille ensemble depuis près de 15 ans maintenant sur différents types d'études, et notamment d'études prospectives. Merci beaucoup, Fanny, pour ta mobilisation et pour, avec, encore une fois, toute l'équipe présente, Bérénice, Julie, Victorine et les autres. Et donc, tu as une mission compliquée, c'est de nous faire un flash briefing, c'est-à-dire de condenser 6 mois de travail et de solitude, parfois méthodologique, non, mais pour nous dire plus simplement les principaux éléments qu'on doit avoir à l'esprit avant la première table ronde. Et puis ensuite, j'inviterai nos panélistes à me rejoindre. Merci Fanny, à toi. Merci Cédric et bonjour à tous. Donc effectivement, comme ça a été présenté, il y a 3 études de cas qui ont porté sur des aspects et des enjeux sociaux, et plus particulièrement à l'emploi et l'inclusion de publics vulnérables sur le marché du travail. Donc, comme ça a été un petit peu dit, on rentre dans le sujet social. On n'a pas de cadre de référence établi comme peut l'être par exemple le carbone au niveau international. Donc il y a eu un énorme travail de défrichage, de compréhension déjà des mécanismes complexes d'allocation, de redistribution sur ces sujets sociaux. Et on a donc travaillé, mais Cédric l'a présenté, Harmonie Mutuelle nous a proposé de travailler sur l'emploi et le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Et pour La Poste, on a eu 2 cas d'études, l'un sur les jeunes. Alors, là, vous le verrez dans le rapport, hein, les seuils, moins de 30 ans, 25, il y a eu toute une compilation qui a été faite pour avoir des choses homogènes et comparables. Et pareil sur les seniors. Et donc, toujours cette question à double niveau. Dans le cadre de l'entreprise, en regardant l'action, finalement, si l'entreprise ne mettait pas en œuvre cette action, quels seraient les coûts supportés par d'autres parties prenantes, et notamment la puissance publique, mais pas que, les territoires, etc. Et deuxième cas, si on posait une hypothèse qu'on va présenter de mobilisation plus collective du monde des entreprises, quels seraient les coûts évités à l'échelle globale? Donc si on va un petit peu dans le détail, et donc c'est la diapositive suivante, si on commence par le cas de l'embauche et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, on peut se dire pourquoi en fait cet enjeu, pourquoi s'intéresser? Premier point, et c'est le chiffre qui apparaît, c'est qu'en fait,
il y a une difficulté d'accès à l'emploi de ces personnes, puisqu'on a presque 2 fois plus de personnes en situation de handicap qui sont en situation de chômage que le reste de la population en France. Donc, première barrière à l'entrée. Et ça a des coûts, en fait, sur la société que je vais détailler plus tard. Mais ce qu'il faut se réaliser également, et ce que l'étude a cherché à mettre en lumière, parce qu'il y a toute une partie monétarisation qui est importante avec des données, mais il y a toute une partie aussi de ce qu'on a appelé la caractérisation. C'est déjà, dans l'étude, poser des rapports, des études scientifiques qui viennent démontrer une corrélation et apporter un ordre de grandeur. Et c'est par exemple ce qu'on voit sur le 2e chiffre clé, c'est un extrait, il y en a plein dans le rapport, j'espère que vous irez le consulter, mais malheureusement on voit que les personnes en situation de handicap et les personnes en situation de chômage ont tendance à renoncer 2 fois plus au reste de la population à l'accès aux soins. Et donc on a des effets en cascade derrière sur des phénomènes de santé, voilà. Et donc c'est tout ce mécanisme de cascade qui est intéressant aussi de comprendre et de travailler. Et donc sur la partie des coûts évités, la situation de référence était de se dire, enfin de comprendre et de mesurer qu'en embauchant un peu plus de 350 personnes, un peu moins de 350 personnes en situation de handicap, Harmonie Mutuelle permet d'éviter 12,4 millions d'euros à d'autres parties prenantes, en termes d'allocation, de frais de fonctionnement, en termes de fiscalité, en fait, de contribution, etc. Et donc sur une année. Deuxième situation, c'est de se dire, si toutes les entreprises en France respectaient l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap, quelle serait, qui n'est pas respectée aujourd'hui, quels seraient les coûts évités? Et là, on arrive à un chiffre de 2,4 milliards d'euros par an. Donc ça, c'était intéressant aussi de faire cette perspective. Deuxième cas d'étude sur la Poste avec la question de l'employabilité des jeunes. Même question, pourquoi s'intéresser à cette question-là? Eh bien parce que c'est la même chose. On voit que le chômage touche près de 2 fois plus cette population que le reste de la population active. Et c'est ce qui est particulièrement intéressant, c'est caractérisé par une étude, un effet cicatrice, donc, qui est qu'une personne qui démarre dans la vie active, qui a du mal à s'insérer dans le monde du travail, va cumuler en fait les difficultés, avec parfois une répercussion jusqu'à moins 20% sur son salaire tout au long de sa vie professionnelle. Donc on voit encore une fois cet effet dans le temps et de la durée. Et donc en favorisant l'accès à l'emploi et en maintenant dans l'emploi ces publics jeunes, donc en se concentrant sur le périmètre de la Poste SA, avec près de 15 000 jeunes, on voit que ce sont 354 millions d'euros qui sont évités, pareil, à d'autres parties prenantes. Et le point de comparaison, quand on s'est dit, alors cas compliqué, quelle va être notre situation de référence qu'imaginer en termes de mobilisation collective? Le point de référence a été de se comparer à la moyenne européenne des pays sur le taux d'emploi et le taux de chômage, en fait, la différence des jeunes. Donc il y a un écart de 2 points. Et cet écart de 2 points, ça permettrait d'économiser 3,7 milliards d'euros par an en France. Enfin, dernier cas sur les seniors, quelques chiffres pour montrer pareil l'ampleur des enjeux sociaux qui se cachent derrière cette question. Le taux de pauvreté des seniors au chômage atteint 32%, contre 7% pour les seniors en emploi ou en retraite. Donc on voit que ça creuse aussi des inégalités ou des enjeux sociaux. Deuxième point, parce que ça c'est le fait de maintenir dans l'emploi, mais maintenir dans quelles conditions? C'est aussi des choses qu'on aborde dans l'étude, puisqu'on a près de 25% des seniors qui déclarent avoir vécu des discriminations et 50% qui ont connu des relations de travail dévalorisantes au cours des 5 dernières années. Donc ça c'est un rapport du ministère. Et donc, pareil, même en regardant au niveau de la Poste SA, en employant un peu et en maintenant dans l'emploi et dans des conditions favorables 45 000 seniors, eh bien c'est à peu près 1,5 milliard d'euros qui sont évités par an. Et pareil, même phénomène, si on appliquait entre guillemets cette bonne pratique à l'ensemble du marché et qu'on se comparait à la moyenne européenne, alors il y a des écarts différents en fonction des seuils, je vous passe les difficultés méthodologiques, mais on arrive à un écart de 96 milliards d'euros évités par an. Voilà, et je laisse maintenant la parole aux échanges à partir de ces quelques résultats. Merci beaucoup.